Well, it's my great pleasure to welcome our second speaker this afternoon, a figure well known, of course, in the Paris academic and intellectual scene, Irène Rozier-Clatache. And she's going to speak to us on the topic of semantic ontology and noetic at the beginning of the 12th century, and I think going to give us both new perspectives and raise some new questions. Irène, thank you. Donc dans la perspective de ce colloque, dont le titre est « Philosophie au XIIe siècle », je voudrais tenter de présenter quelques hypothèses nouvelles issues de travaux récents et surtout de la prise en considération d'un corpus de textes qui est étudié de façon assez limitée et qui devrait l'être davantage. Plutôt qu'une présentation d'ensemble, en fait, je vais donner ici un certain nombre de points de méthode et de doctrine illustrés par des exemples. Je vous expliquerai après ce que c'est cette image. Donc pour les points de méthode, je voudrais reprendre les questions de texte et d'auteur, les corpus et les réseaux, qui sont à aborder de façon nouvelle. Pour les points de doctrine, il s'agira de montrer comment se constituent les CQR, les fameux questions complexes de questions et de réponses. J'adhère tout à fait à l'archéologie philosophique telle que l'a fait Alain de Libera. Donc ces fameux CQR, je voudrais montrer l'existence, le fait que ces nouveaux textes forcent à considérer de nouveaux CQR pour cette période qui change la grille de lecture qui a été donnée. L'ensemble de cette communication tournera autour de la figure de Guillaume de Champeaux et plus particulièrement de son enseignement parisien et de ses relations avec Abélard. Donc contrairement à ce qu'on nous a présenté ce matin, je vais vraiment m'intéresser à un moment qui, je crois, est fondateur dans l'histoire de la philosophie, qui montre un tournant, celui du tout début du XIIe siècle, même de la première décennie du XIIe siècle, donc je suis loin des perspectives de John qui sont très vastes. Là, ça sera une petite période chronologique, mais qui, je crois, a marqué durablement l'ensemble du Moyen-Âge. C'est le moment où se mettent en place les écoles citadines, les écoles en rupture avec les écoles cathédrales, les écoles monastiques des siècles antérieurs. Ce pauvre Guillaume est un peu vu comme un faire-valoir, celui qui aurait permis à Abélard, lorsqu'il arriva à Paris, de devenir le grand homme qu'il deviendra, de devenir le champion du vocalisme ou du conceptualisme, le perdant, comme il le décrit dans l'Historia Calamitatum. Je crois que son rôle, son influence et doctrine nécessitent, pour être comprises, de revenir sur le mode de production du savoir dans les écoles parisiennes au tournant du siècle. Le Moyen-Âge est un vrai laboratoire pour étudier les liens entre les modes de production du savoir et l'élaboration des doctrines philosophiques. On l'a vu pour les sophismata, on l'a vu, Alain a parlé de la philosophie des anonymes pour le XIIIe siècle, mais c'est aussi le cas pour la période du début du XIIe siècle. Les CQR, les fameux CQR, se forment à partir de corpus, à partir de réseaux textuels et doctrinales. Les caractéristiques de cette période, comme il l'a aussi montré dans des travaux et encore dans sa récente archéologie philosophique, le problème des universaux, dont on parlera aussi demain, se forge sur un lien étroit entre trois textes, l'Isagogé, les catégories et le Péré-Herménéas, et il montre de façon magistrale comment le triangle sémiotique du début du Péré-Herménéas sert à traiter la question du scopos des catégories et rétroagit sur la façon dont on va traiter l'Isagogé de Porphyre et explique la constitution du questionnaire scolaire plaqué sur l'Isagogé. Or, le lien entre les trois textes est absolument vivant lorsqu'on étudie les commentaires à l'époque de Guillaume de Champeaux, et Guillaume a probablement commenté ces textes. Ces trois textes, je vais montrer, sont absolument en interaction. Mais il faut préciser davantage. Il y a d'autres textes que ces trois-là qui sont le socle de la Logica Vetus. Si on a dit parfois que Guillaume de Champeaux jouait un rôle dans le linguistic turn qui s'amorce au début du XIIe siècle et qui sera durable dans la sémantique médiévale, mais ce n'est pas seulement à cause des textes de la Logica Vetus, et c'est là-dessus que je vais me centrer, c'est sur un texte supplémentaire, les institutions grammaticales de Prétien. On n'insistera jamais assez, et ça avait été dit, mais peut-être pas assez pris en considération, sur le fait que ces textes sont étudiés ensemble dans les mêmes écoles, et qu'un maître comme Guillaume de Champeaux a commenté non seulement la Logica Vetus, mais la grammaire, et j'ajouterai, j'en parlerai moins, mais il faut en parler, la rhétorique, les textes de Cicéron. Il faut quand même se rappeler que c'est dans des textes, Abélard lui-même dit que c'est dans des cours de rhétorique qu'il a affronté
Guillaume, et on peut retrouver d'ailleurs ces passages, enfin ça c'est la recherche nouvelle, je le laisserai. En tout cas, je voudrais montrer les liens, ce qui se joue entre, d'un côté, les catégories et les institutions de Prussien, de l'autre, entre le Péréarménias et les institutions. En réalité, ça sera beaucoup plus centré sur le lien entre les catégories et les institutions grammaticales. Donc, évidemment, le rôle attribué à Guillaume de Champeaux dépend du corpus disponible qui témoigne de son enseignement. La recherche a donné des éditions récentes, je vais les énumérer dans un petit moment. Et l'édition, évidemment, l'édition de texte n'est pas neutre, c'est-à-dire que si on a été chercher ces textes, c'est parce qu'on se posait certaines questions, et ces questions étaient en retour influentes sur les textes. On sait pourquoi Victor Cousin a édité les œuvres d'Abélard, on ne sait pas pourquoi Yukio Iwakuma, notre ami japonais qui a tellement fait pour toutes les choses que je vais présenter maintenant, a commencé à étudier Guillaume de Champeaux. Ça serait à étudier, il avait peut-être ses raisons aussi politiques que celles de Victor Cousin, je n'en sais rien, mais en tout cas, il nous a donné une masse de textes absolument inouïs qui sont maintenant disponibles, et il reste juste aux jeunes chercheurs un peu plus patients, un peu moins là, à les étudier. Donc les remarques, donc là ce que je vous donne, c'est le début en fait des notés du Nelmenses dont je parlerai tout à l'heure. C'est un texte de grammaire, je vais en dire un mot tout de suite. Mais là, vous voyez, là où il y a la flèche, il y a un petit MG. Et ces notées sont intéressantes précisément parce qu'elles citent tout le temps, enfin en tout cas deux ou trois d'entre elles, c'est un ensemble de notes pour Prussien. Et vous avez un MG ici, et on en a plusieurs des MG comme ça, on en a une soixantaine. Et donc on est parti de ce travail, et c'est à partir de là qu'on a été chercher des textes avec des relations avec d'autres textes, et en particulier avec des commentaires sur les catégories. Donc ces remarques que je vais vous présenter s'appuient sur une sélection de textes qui comprennent essentiellement ce qu'on appelle le C8 complexe, c'est-à-dire un ensemble de... C'est du jargon, mais il faut juste s'y habituer, c'est pas plus grave qu'autre chose. C'est un ensemble de commentaires sur les catégories, étudiés par Yukio Iwakuma et étudiés aussi par John Marendo. Mince. Donc étudié par Yukio Iwakuma et étudié encore récemment par John, qui en a donné aussi une analyse. On a différentes versions qui sont très différentes les unes des autres, c'est assez compliqué. Et le deuxième ensemble de textes, c'est ce qu'on appelle maintenant, avec Anne Grondeux, avec qui j'ai travaillé sur ces textes depuis une bonne dizaine d'années. Il y a eu des travaux pionniers avant les nôtres de Richard Hunt, de Margaretha Fredborg, Onno Knipkens. On a travaillé ensemble, et on a un gros livre qui va sortir, qui va probablement d'ailleurs dissuader tout le monde de continuer à travailler, mais enfin tant pis. Donc on a ce qu'on appelle des commentaires sur prussien majeurs, qu'on appelle les GPMA. Vous voyez qu'on en a un certain nombre, et on a aussi des témoins perdus. On a des commentaires sur prussien mineur, et on a ces fameuses notées du Nelmenses, dont je reparlerai tout à l'heure, qui sont un ensemble de notes sur prussien, et sur le De Inventione d'ailleurs de Cicéron. Et ces témoignages sont extrêmement importants. Je prendrai aussi de façon un peu plus rapide, juste comme exemple, les deux éditions récentes extrêmement intéressantes par leur introduction et par le fait que c'est des éditions critiques avec un certain nombre de sources, les glosses d'Abélard sur le Péréarménias, et ce qui vient de sortir il y a très peu de temps, ce fameux GDS, édité par Peter King, c'est donc des glosses sur le Péréarménias d'un élève d'Abélard, d'un élève d'Abélard et d'Albéric, on ne sait pas trop qui, mais ce qu'on sait, c'est qu'on a des sections entières d'Abélard qui sont reprises dans ce texte et qui ne sont pas toujours suivies, qui sont même critiquées dans d'autres parties. Donc c'est un vrai challenge pour l'historien de voir les relations comme ça entre des textes. Les éditions critiques changent énormément de choses. Donc ce que je voulais montrer, ce que je vais essayer de montrer, c'est que les parallèles entre les différentes versions de ce C8 complexe, en particulier le chapitre sur la quantité et du glossulé complexe, le fait qu'elles témoignent de l'enseignement de Guillaume de Champeaux, fait émerger un nouvel ensemble de questions qui sont liées entre elles. Les arguments de Guillaume, ses positions, font l'objet de discussions approfondies par Abélard, au-delà du problème des universaux. Sur lequel s'est surtout concentrée la critique en étudiant les rapports entre Guillaume et Abélard, parce qu'on est parti de ce que disait Abélard lui-même. Maintenant, il faut qu'on regarde les textes directement. Et on verra que dans ces interactions entre ces textes émergent
des prises de position ontologiques originales et qu'il faut aussi prendre en considération. Comme nous l'avons écrit dans un travail que nous avons rédigé en commun avec John Marenbon sur les textes atopiques, les textes qui n'ont pas de lieu, pas de date, pas d'auteur, qui n'est pas encore paru, peut-être paraîtra un jour, les commentaires et traités du début du XIIe siècle sont le plus souvent anonymes, sans lieu de composition explicite et sans date. John a fait un catalogue de tous ces textes. On préfère, dans notre jargon et dans notre petit groupe, de les appeler par des numéros. Les H, c'est les commentaires sur le Père Herménias. Les C, les commentaires sur les catégories. Comme ça, comme si les attributions changent, au moins on connaît par un sigle ces textes. Deuxième point, ces textes sont à la fois stratifiés et évolutifs. Ils existent en plusieurs versions et quand ils existent en une seule version, ils montrent des signes de remaniement, de réécriture. Un petit peu lassé, nous écrivions que identifying a text as unitary is therefore problematic and pointing to a single author is even more so. Donc, dans leur matérialité, ceci dit, dans leur matérialité même, les copies que nous lisons donnent à voir les passages clés où se concentre l'attention, où divergent les versions, où sont ajoutées les interpolations, où se multiplient les gloses, où s'opposent les interprétations. Et elles indiquent, pour celui qui est un peu patient, les moments d'innovation et les changements. Les points, dans leur matérialité, ils sont signalés. J'en vais en donner des exemples. Les questions d'attribution, de datation, de localisation ne peuvent être abordées qu'en étudiant les thèses et les contenus, en les mettant en relation avec d'autres, en particulier celles qui auraient une identité plus stable. Notre travail avec John portait sur les textes atopiques, mais on notait aussi que le partage entre les textes atopiques et les textes qui auraient une attribution n'était pas toujours clair et stable. Vous savez que les glosses littérales d'Abélard ont récemment fait l'objet d'une désattribution par la critique, ce qui a changé énormément de choses dans l'interprétation de cette période. Le cas de Guillaume de Champeaux est particulièrement difficile. S'il est sans conteste le premier maître des écoles parisiennes, la question de l'attribution, tant de ses textes que ses positions, est complexe et il a fait l'objet de discussions et il n'est pas du tout encore réglé de façon unanime parmi nous. Donc l'étude des textes du premier quart du XIIe siècle force donc à considérer de façon nouvelle aussi bien la notion de texte que la notion d'auteur. Elle force donc aussi à étudier les contenus philosophiques de manière particulière. Ces différentes questions font partie, je crois, de notre interrogation présente sur ce qu'est philosopher au XIIe siècle. Alors je vais donner quelques exemples. Différentes versions d'un même texte. Que ce soit pour C8 ou pour les glosulés, on a différentes versions d'un même texte. Pour C8, un point intéressant, et je signale, je renvoie à l'étude récente de John et celle de Yukio, un point très important, et j'y reviendrai tout à la fin sur l'enjeu doctrinal, c'est qu'on voit les versions sont interdépendantes, augmentées, etc. C'est compliqué, mais un point intéressant, et c'est un indice pour nous du point de vue doctrinal, du point de vue de la philosophie, c'est la césure que marque le chapitre 6. À partir du chapitre 6, toutes les versions divergent de façon encore plus importante. Et j'essaierai de l'interpréter philosophiquement à la fin. On a des traces, par exemple, on a des exemples de lieux. Par exemple, on va avoir dans la première version un Parisius, dans la deuxième version un Andegavins, donc en référence à Angers, une troisième mention de lieux différentes. Donc il y a quelque chose qui change dans le lieu. Le problème étant de savoir comment interpréter la question de l'auteur de ces remaniements. C'est une question extrêmement difficile. Je vais me concentrer, je vais prendre un exemple qui est tiré de la version V, parce que cette version V, elle va m'intéresser particulièrement. Dans cette version V, comme vous le voyez, exactement d'ailleurs comme dans les notés, dans le manuscrit que je vous ai donné au début, on a la mention d'un magister Gill. À partir du moment où on a eu cette mention-là, on a dit, enfin certains ont dit que forcément la version V n'était pas de Guillaume, puisqu'elle citait Guillaume. Et ça, je vais revenir là-dessus, je crois que c'est vraiment pas comme ça qu'on doit raisonner. Donc je laisse ça de côté, j'y reviens dans un instant. Deuxième point, on a donc des textes stratifiés, des textes en évolution. Les copies se présentent comme stratifiées. Un même lemme peut être traité 2 fois dans un même commentaire. Je vais vous donner un exemple parlant. On a, sur cette fameuse définition de la substance, un passage qui se trouve dans tous les manuscrits. Vous l'avez... je vais prendre justement ce fameux manuscrit V.
Dans ce manuscrit V, vous voyez, on a une croix à un moment donné dans un manuscrit qui renvoie à une petite mention qu'on a dans le texte, et puis cette ligne verticale. Et quand on regarde le folio suivant, on a de l'autre côté une deuxième définition qui repart. Et là, on a vraiment deux traitements, peu importe le détail, on peut y revenir, mais l'important, c'est qu'on a deux fois le traitement d'un même lemme. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça dans ces questions d'attribution? On a un guil d'un côté qui est cité, mais on a deux interprétations. Et là, la façon dont on a pu avancer sur cette question, c'est évidemment d'aller voir des parallèles avec d'autres textes pour voir si on y retrouvait l'une ou l'autre des attributions. Donc c'est ce genre de problème absolument épouvantable qu'on retrouve tout le temps, mais qu'il faut considérer, d'autant que, et là je vous parle un peu d'un point de vue extérieur sans rentrer dans la doctrine, la deuxième définition de la substance fait intervenir un métalangage très différent. Et pour un petit peu anticiper, on retrouve dans deux versions de textes grammaticaux qui sont chronologiquement distinctes, la première et la deuxième. Donc là, on a quand même des strates qui coïncident d'un texte à l'autre. Et ça, je crois que c'est quand même un bon résultat de la recherche récente. Donc là, je laisse de côté ces jolis manuscrits. Pour nos glossulés, pour notre traduction grammaticale, la situation n'est pas du tout sans rapport. On a des grandes sections qui sont communes à tous les témoins. On ne peut rentrer dans le détail. On l'a traité en long avec Anne Grondeux dans notre livre qui va sortir, espérons, bientôt. On a plusieurs témoins. On a en particulier un excellent témoin qui est certainement le plus proche de l'enseignement de Guillaume de Champeaux. C'est ce fameux manuscrit de Chartres, qui a une très belle histoire, puisqu'on l'a cru perdu, étant donné qu'il avait brûlé pendant la guerre, Dominique le sait bien, et l'IRHT en avait une copie incomplète. Et ce manuscrit de Chartres est d'autant plus intéressant que c'est à partir de ce manuscrit de Chartres que l'édition de Prussien a été faite à la Renaissance, avec un commentaire sur Prussien qui était celui-là, ce qui est quand même assez extraordinaire quand on y réfléchit. Donc certains passages font l'objet d'une réécriture. C'est quelque chose d'assez intéressant. Et on a en fait des indications de ces additions, des indications de ces adjonctions. On a des nota, on a des attende ici. Et d'ailleurs, c'est les mêmes marques qu'on a retrouvées que les éditeurs d'Abélard, enfin que Jacobi a retrouvées dans Abélard. Et une fois qu'on a identifié ces petites marques, on les regarde et on les retrouve. Et effectivement, les manuscrits diffèrent. Alors, je vous donne un exemple juste ici. C'est un exemple intéressant sur le temps, parce que vous voyez que dans le manuscrit F, peu importe le détail, ce serait la première version, et la deuxième, elle comporte en particulier les versions remaniées. Et là, c'est juste, encore une fois, je vous le montre un peu du point de vue extérieur, mais c'est une question très intéressante sur le temps, qui est intéressante à plusieurs titres. Là, les deux ajouts viennent, donc on est dans un texte grammatical et on analyse la définition du temps. Les deux T1 et T2 sont exactement parallèles à des passages du manuscrit C8 du Vatican, c'est-à-dire aux commentaires sur les catégories. Et c'est vraiment des questions qui viennent des catégories. Deuxième chose intéressante, c'est pour ça que je vous prenais cet exemple, qu'est-ce que vous voyez intervenir ici? La définition du temps de Cicéron, le temps comme partie de l'éternité. Et quand on va voir des commentaires, en particulier le deuxième commentaire qui n'est pas de Guillaume, mais qui reflète certainement l'enseignement de Guillaume, où il y a d'ailleurs toujours des MG cités, qu'est-ce qu'on trouve? Énormément un long développement sur cette question du temps comme partie de l'éternité. Donc, si vous voulez, quand on essaye de construire ces complexes de questions et de réponses, on en a des indices textuels. Là, on a vraiment quelque chose qui nous pointe vers Cicéron, et on a quelque chose qui nous pointe vers les catégories, on va voir et on le retrouve. Ce qui est formidable, parce qu'en réalité, ça montre, évidemment, c'est un peu circulaire, c'est parce qu'on a des indices qu'on va le chercher, mais quand on va les chercher, on le trouve. Et non seulement on le trouve dans ses textes, mais on le trouve chez Abélard quand lui critique. On retrouve ces arguments qu'on trouve dans nos textes, et on comprend d'où il part, et on comprend beaucoup mieux son raisonnement. Donc il y a quelque chose là de méthode qui, je crois, gagne à être fait. Encore une fois, ce n'est pas juste trouver des sources pour Abélard, c'est bien plus que ça. C'est vraiment prendre les textes en réseau et les prendre tous. C'est ça qui est extrêmement fatigant, je peux vous le dire. Donc, on peut avoir des réflexions, on peut avoir des ajouts, on peut avoir des intégrations, on peut avoir des remaniements.
Je pourrais vous en donner d'autres exemples. Donc tout ceci témoigne d'une chose, c'est qu'on a toujours comme témoin des textes qui indiquent un enseignement en constante évolution. Évidemment, le fait qu'on ait des copies stratifiées, on peut se demander, mais où il est l'auteur là ? Il est où dans quelle strate, dans quelle version ? Je crois qu'il y a peut-être une autre façon de prendre la question. Avant d'aborder ce point de méthode que nous avons expérimenté, je voudrais prendre rapidement l'exemple justement d'Abélard, parce qu'en réalité, pour Abélard, on a un peu la même situation. Il faudrait reprendre, hein, je suis juste partie d'un petit exemple qui a été étudié. Comme on le sait, entre la dialectica et la logica, on a des opinions divergentes d'Abélard, mais non seulement ça, mais il réfère à ses propres opinions comme à des opinions de quidam. Donc là, on a une façon de faire. Donc quand on va après chercher des quidam, etc., il faut partir. C'est pour ça qu'il faut d'opposer la philologie et la philosophie n'a aucun sens. Il faut partir de la doctrine. C'est juste parce qu'on voit que c'est la même position qu'on peut se dire, ben voilà, il fait ça, et ben voilà, on fait ça à l'époque, et intégrer ça dans nos discussions sur les attributions. Un autre point qui a été étudié est un point intéressant qui concerne justement les deux commentaires sur le Père Herménéas, celui d'Abélard et celui de le GDS, le fameux anonyme GDS. D'ailleurs, il faut absolument lire l'introduction de Jacobi comme l'introduction de Peter King, qui sont absolument remarquables pour montrer ces remaniements. Et en fait, ce qu'ils ont écrit, c'est exactement ce que nous, on trouve. Donc et c'est ce que d'ailleurs John Ward a dit avec Margareta Friedborg pour les commentaires sur la rhétorique. C'est comme ça qu'on produit du savoir au début du XIIe siècle. Il faut le savoir et il faut en tenir compte. Donc, ils disent aussi, Jacobi dit aussi que les textes d'Abélard témoignent de réécriture. Le problème, évidemment, étant de savoir comment interpréter ces strates et comment les repérer. Alors, pour certaines, on les repère par ces nota, tende et autres, mais pour d'autres, il y a vraiment des points de doctrine à envisager. John connaît bien, puisque c'est lui qui est intervenu là-dessus, un point qui était intéressant sur la fameuse question du dictum propositionis, qui avait été avancé par Jacobi, King et Strum, était qu'on avait constaté qu'il y avait un certain nombre de problèmes auxquels, pour simplifier, Abélard répondait par la théorie du dictum. Or, à partir des mêmes problèmes, je simplifie grossièrement, mais à partir des mêmes problèmes, les élèves d'Abélard, donc ce fameux GDS, mais aussi la dialectica de Guillaume de Lucas, prenaient les problèmes et adoptaient une autre solution. Donc, évidemment, il y a plusieurs façons d'interpréter ça. Soit ils n'ont pas aimé la solution d'Abélard, soit ils ne la connaissaient pas. C'est là-dessus que John était intervenu. Il ne la connaissait pas, mais il ne la mentionnait pas. Peut-être elle n'a pas circulé, peut-être que la logique a circulé sans cette théorie qui était tardive, et donc les élèves seraient partis d'une première analyse et pas des autres. Enfin bon, ça c'était la théorie. John a critiqué cette théorie parce qu'on peut évidemment la renverser. On peut dire que peut-être qu'Abélard l'a oublié, cette théorie-là, il est passé à autre chose. La théorie du dictum que les logiciens et nous-mêmes, enfin, quand on s'intéresse à la philosophie du langage, c'est quelque chose qu'on trouve formidable. Peut-être qu'il l'a oublié, ce qui explique que ces élèves, ils sont partis complètement dans une autre direction. Bon, donc je ne rentre pas dans cette chose-là, mais le fait qu'on sait qu'on a des textes stratifiés, vous voyez comment ça marque l'analyse doctrinale. Et c'est ça, philosopher au début du XIIe siècle. Il faut tenir compte de ces paramètres-là. En tout cas, le problème de la cohérence d'un texte peut être critiqué, ce qui évidemment pose des problèmes, parce que si on comprend, on avait un principe de charité on se disait, on a un texte, il faut qu'on essaye de faire tout coller ensemble, etc. Maintenant, on dit, peut-être que ces points, on n'a pas besoin de les faire coller parce qu'ils appartiennent à des strates différentes, donc ça peut aussi compliquer la situation. Mais en tout cas, il faut l'aborder, il faut s'y affronter, et c'est quelque chose de difficile. En tout cas, le dernier point, avant de rentrer un petit peu plus dans le détail d'une comparaison plus particulière, c'est juste vous donner des exemples dont nous, on a travaillé à partir de nos textes de grammaire. Vous me direz c'est une banalité, mais ce n'est pas tant une banalité que ça. Ça exige de confronter pas mal de textes. C'est ce qu'on a appelé dans notre introduction la méthode des témoignages concordants. C'est un grand mot pour quelque chose de très simple, qui est simplement d'essayer plutôt que de se dire, alors est-ce que c'est ce texte-là qui est le témoin de ça, de tel... On cherche
à identifier des CQR, c'est-à-dire des questions, et on cherche à identifier des réponses. Et quand on voit les réponses, eh bien, on arrive de façon assez incroyable à organiser les réponses. On a toujours des strates. On a des strates de discussion, c'est-à-dire on a des grandes solutions, et les grandes solutions, elles permettent d'identifier en particulier un enseignement qui tourne autour de la figure de Guillaume de Champeaux. C'est facile, c'est assez facile à faire. Il suffit de regarder des commentaires différents sur un même texte. Donc là, on voit s'il y a une évolution, s'il y a des parallèles. Pour les textes de grammaire, évidemment, les témoignages d'Abélard, qui lui-même renvoie à son maître tout le temps, sont un indice. Mais on a autre chose. On a des textes qui renvoient à l'enseignement de Guillaume, qui dit Magister Gil, etc. Donc on a des attestations de Guillaume. On a des textes anonymes. Et puis alors, on a justement, et c'est un peu ça qui a motivé cette étude qu'on a faite, enfin notre édition des notés du Nelmenses, on a des mentions de maître. Ça, c'est déjà Richard Hunt, dans les années 50, l'avait remarqué. C'est un texte assez formidable parce qu'on a des mentions de maître, et en particulier, on a des mentions de Guillaume de Champeaux. Donc je ne vous refais pas du tout la démonstration. On a attribué les notés du Nelmenses 2 et 4 à Guillaume. Les deux sont particulièrement intéressantes. On peut, à chaque fois, c'est par la méthode des témoignages concordants, c'est-à-dire des opinions qu'on a été chercher chez Abélard, chez d'autres témoins, etc., qu'on retrouve dans les notés. Et aussi le fait que les notés 1 et les notés 3 et les notés 5, quand disent sans arrêt Magister G dicit, voilà, on lui a questionné là-dessus, etc., il l'interroge et on les retrouve toujours dans les ND2. Anne a fait un travail absolument gigantesque, elle a mis en parallèle, on les a travaillés. Les parallèles, vous les verrez, il y a 1200 pages à lire. Bon, si vous voulez le faire, faites-le. Nous, on l'a fait. Maintenant, qui veut le lire, le lit. En tout cas, ce qui est intéressant du point de vue de nos commentaires, de nos conclusions méthodologiques, si on peut dire, c'est que, d'une part, on retrouve certaines opinions de Guillaume, mais d'autre part, on voit, là aussi, une fois qu'on l'a trouvé, on le dit, ça paraît évident, ce qu'on voit, c'est que Guillaume a varié dans son enseignement. Et ça, on le savait d'une certaine façon par l'Historia Calamitatum, puisque Abélard dit qu'il a changé d'idée, par exemple, sur les universaux. Mais il a beaucoup changé d'idée, il a évolué. Et là, on peut le montrer en reconstruisant les discussions. Ce qui complique l'attribution, mais qui permet de reconnaître les différentes étapes d'une discussion philosophique. Alors, on peut comparer donc des textes sur un même problème, par exemple des commentaires sur Priscien ou un enseignement sur Priscien, et bien sûr, et là j'en reviendrai à ma dernière partie, on peut comparer des textes différents sur une même question. Et c'est là que les parallèles entre les commentaires sur les glosulés, enfin le glosulé complexe, si on veut, et le C8 complexe, ont donné des résultats qui n'étaient pas très prévisibles, en tout cas, qui n'avaient pas été encore vus. Et ces comparaisons ne font pas seulement, on ne se dit pas juste c'est la même chose, mais ça permet de montrer comment se constituent ces CQR. C'est ce que je voudrais vous montrer dans la troisième partie. Un exemple intéressant, c'est celui de la nature catégorielle de la Vox. Alors, c'est un problème énormément discuté. C'est un problème ancien, mais qui ressurgit dans ce début du XIIe siècle, avec trois grandes opinions. Une opinion selon laquelle la voix est une substance, qui vient de Priscien, une opinion selon laquelle la voix serait une quantité, et une troisième selon laquelle elle serait une qualité. On a un certain nombre de versions. L'intéressant dans cette discussion, c'est qu'en réalité, elle revient... ça ne paraît pas dans la façon dont je le présente ici, mais en réalité, ce qu'il y a derrière, c'est un problème qui vient du commentaire de Boès sur l'isagogé, de ce que c'est qu'être commun. Dans les quatre possibilités pour une chose d'être commune, il y a la dernière qui est le fait qu'une voix ou un discours peut parvenir aux oreilles de plusieurs, identiques, en totalité et simultanément. Il y a plusieurs versions de ce passage. Donc, ce n'est pas par hasard non plus que cette question a suscité des discussions. On a plusieurs solutions. Donc là aussi, je vous donne juste le canevas pour vous montrer la façon dont on a raisonné. On a trois solutions et j'ai essayé de montrer que les trois solutions, en fait, correspondaient à trois analyses différentes sur les universaux. Je laisse sur le moment.
Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est que quand on met en parallèle les commentaires du C8 complexe et les commentaires du glosulé complexe, ils sont tellement parallèles qu'on arrive à les ordonner en faisant des séries comme ça. Et donc là, on voit vraiment l'évolution d'une discussion, et je vous fais grâce des détails, mais on voit vraiment une solution, un argument, une solution alternative, etc. Et on arrive à ordonner les textes. Donc on y arrive finalement. Donc je laisse, c'était juste un exemple. Je ne sais pas quelle heure il est. Bon, donc je vais laisser tomber les questions d'attribution. J'aurais voulu revenir sur la question de l'enseignement des plusieurs témoins d'une discussion et d'un enseignement sur une question donnée. Donc je laisse, c'était un peu une analyse de l'exemple que je vous ai montré dans le manuscrit. En gros, c'est très simple, c'est qu'on a vraiment l'illustration quand on regarde les textes, qu'on a deux strates au moins deux couches de l'enseignement de Guillaume, et on l'a fait en mettant en rapport si on avait regardé que la grammaire, on l'aurait peut-être pas vu, si on avait regardé que le C8 complexe, on l'a peut-être pas vu, mais quand on regarde les deux, eh ben, ça correspond complètement. Les notés du Nelmenses témoignent d'un enseignement tardif de Guillaume, qui n'est pas celui en général qui est cité par Abélard. Abélard se réfère beaucoup plus à une strate antérieure. Donc ça, je ne rentre pas dans le détail, c'est juste pour vous montrer comment on a travaillé. Je voudrais rentrer un peu dans des questions de contenu. En tout cas, c'est clair que la constitution des CQR, la constitution des complexes de questions et de réponses, elle ne peut pas être donnée a priori, c'est-à-dire on ne peut pas dire la question des universaux est une question ontologique, ou c'est une question sémantique, ou c'est une question j'en sais rien. Ce qu'on voit, c'est qu'il faut qu'on voit le corpus, on voit où ça se pose, on essaye de le repérer, et à ce moment-là, on se dit il est de nature ceci ou cela. Sinon, on fait de l'anachronisme et on s'empêche de voir les évolutions qui peuvent se produire sur justement un CQR donné. Voilà. Donc, les discussions au sein d'une école sont extrêmement importantes. Je passe sur tout ça. Je voudrais arriver à quelques points de doctrine. Donc, comme on l'a vu, la mise en évidence de versions d'un même texte, l'identification de passages qui témoignent de l'évolution des solutions, la mise en évidence des liens entre des séries de commentaires sur des œuvres différentes peut donner des résultats novateurs. Dans les exemples que je voudrais prendre, ils sont de deux ordres. Les premiers, je ne vais pas les traiter. Les deuxièmes, je vais en donner un exemple un peu plus détaillé. Les premiers exemples, le premier type d'exemple, pourquoi ça fait ça, je ne sais pas. Alors là, je ne comprends pas du tout. Ah voilà. Non, c'est comme ça. Le premier ensemble de questions montre que ce fameux linguistic turn, il est vraiment lié au lien entre le d'interprétationné et le éprétien et les institutions, et que Guillaume de Champeau est là, puisque... Alors, je laisse une autre chose, je suis désolée, je fais un peu des apartés parce que je ne peux pas traiter de tout. Le rapport entre le glosulé complexe et Guillaume de Champeau, une question extrêmement compliquée. Il n'est certainement pas l'auteur, Guillaume, de la première version du glosulé, mais on a pu montrer que son enseignement s'introduisait à chaque couche. Il a dû utiliser un commentaire et, à partir de ce commentaire, faire court. Et on a des mentions d'Abélard à Guillaume dans ce texte des glosulés, alors qu'on l'a dans des versions antérieures. Donc c'est très compliqué, mais disons que je parle de Guillaume en général pour faire court. En tout cas, là, je ne vais pas le traiter, je vous donne simplement une énumération. C'est quand même à noter que toutes ces innovations, qui sont quand même des innovations qui vont rentrer de façon durable dans la sémantique médiévale, elles naissent dans les commentaires surprétiens de Guillaume, elles naissent dans ces commentaires surprétiens, et on a ici une asymétrie par rapport à ce qu'on va voir avec les catégories. Pour les catégories, vous allez voir, on a repéré des parallèles entre les commentaires de Guillaume ou de son école, peu importe, sur les catégories et les commentaires surprétiens. On n'a pas la même chose, bizarrement, pour le Péréherménéas. On a des commentaires, les fameux H9, H11, sur le Péréherménéas, que Yukio Iwakuma donne aussi comme étant de l'école de Guillaume. Les parallèles sont beaucoup moins littéraux. Et c'est d'autant plus étonnant qu'il s'agit de questions de langage et que quand on regarde les questions de grammaire traitées, eh bien, il renvoie à l'enseignement du interprétationné. Mais on a l'impression que souvent, ça renvoie à Boès.
On a des parallèles dans H9, H11, donc ces commentaires sur le Péréménéas de l'école de Guillaume. On n'a absolument pas des parallèles aussi clairs, pour ce que j'ai pu en voir. Hein. Il faudrait vraiment, il y a beaucoup plus de travail à faire. En tout cas, là, je vous donne simplement la liste des choses, et vous voyez que c'est, enfin, pour ceux qui font de l'histoire de la logique ou de la sémantique, ce sont des points absolument fondamentaux qu'on retrouve après chez Abélard, qui les discute, qui les raffine, tout ce qu'on veut. Mais ça, où est-ce que ça naît? Ça naît dans ses commentaires sur Priscien. On a l'analyse du verbe substantif, la distinction entre ces deux valeurs, copulative et existentielle, qui est quand même un point important. On a les deux analyses de la prédication, par identité et par inhérence. On a l'analyse de l'énoncé assertif, et quand on regarde les chapitres de la Dialectica, on voit que Abélard discute de ses opinions, il va élaborer la théorie du dictum à partir de là. L'analyse des parties consignifiantes, ou des 5 catégorèmes, l'opposition entre signification et nominatio, donc là, pour ceux qui seront là demain, j'en parlerai demain, c'est là qu'on trouve un des textes qui atteste de la théorie de l'essence matérielle, qu'on connaissait que par les critiques en réalité. Et cette distinction entre signification et référence, elle va s'introduire de façon durable dans la sémantique médiévale, et Abélard lui-même, qui élabore une autre solution, va se servir de ces notions-là. Donc il faut voir d'où ça naît, et ça naît de quoi? Ça naît du fait qu'il y a une sémantique réaliste, et la sémantique réaliste, elle se construit dans la définition de Priscien du nom, où naît cette opposition entre signification et nominatio, avec d'ailleurs un parallèle avec un commentaire de C8 sur les paronymes. Donc là, il y a toute une discussion autour des paronymes qui naît là. Et justement, le 6e point est l'analyse des paronymes. Mais comme je le dis, c'est des points importants, moi je les ai étudiés, mais à part ça, le parallèle, là, dans l'école de Guillaume de Champeaux, je ne le sais pas. Enfin, on a des choses qu'on retrouve dans les commentaires sur le Péréménéas, mais pas aussi clairement que dans l'analyse des catégories. Alors, par contre, pour les catégories, c'est énorme, et c'est énorme, évidemment, je vais juste vous les énumérer et traiter un point. On a toute une discussion sur le métalangage. Enfin, ceux qui connaissent la période et les discussions sur la période savent qu'on a beaucoup discuté sur les origines du vocalisme. On a tout un métalangage de savoir si les catégories désignent des mots, des choses, etc. Ça naît dans ces commentaires. On les a en tout cas dans ces commentaires sur Priscien et dans les commentaires sur les catégories en particulier. Je le signale juste pour ceux qui connaissent. La distinction entre substance et accident est extrêmement importante. Ça donne des définitions différentes, l'introduction d'une distinction entre définition substantielle et accidentelle, une réflexion sur ce que c'est qu'un accident, sur la distinction entre le substrat et l'accident et le fondement. Enfin, on a tout un tas de discussions nouvelles qui naissent et qu'on trouve dans les deux types de commentaires. C'est très intéressant pour ça. Mais ce que je voudrais prendre, parce que disons que c'est une ouverture, moi j'ai étudié quelques petits points, mais je crois que c'est une ouverture pour de futures recherches, c'est justement revenir sur le fait de ce qu'on disait, ce que John a montré dans son analyse de C8 et Yukio aussi, qu'il y a quelque chose qui change dans les versions de C8 à partir des commentaires à partir du chapitre sur la quantité. Or, les grosses questions que nous on a repérées dans les textes grammaticaux, c'est les questions précisément qui ont des rapports avec ce chapitre sur la quantité. Il y a la question du nombre, la question de la vox, la nature catégorielle de la vox, dont j'ai déjà parlé, et le problème du temps. Le problème du lieu, je n'ai pas vu, mais il est possible qu'il y ait aussi quelque chose là. Alors, je vais vous illustrer ça, et ça sera mon dernier point, par une chose, qui est une chose que j'ai étudiée récemment, qui est ce qu'on appelle la théorie de la collection, la fameuse théorie de la collection sur les universaux. Alors, je vous donne juste des grands points, c'est un peu schématique, mais bon, il y aura aussi un article un peu illisible sur la question bientôt. Donc, on sait que la théorie de la collection est une des 3 théories réalistes mentionnées par Abélard dans son commentaire sur l'isagogé. La prise en compte de ce réseau catégorie priscien permet de voir que cette théorie s'est élaborée ailleurs que dans l'isagogé. Abélard la mentionne dans son commentaire sur l'isagogé, et on la trouve après chez Josselin de Soissons. C'est comme ça qu'on présentait en général la théorie de la collection.
Et en réalité, on va voir comment elle se constitue. Enfin, on l'a vu parce qu'elle était dans les notés du Nelmenses et qu'on ne comprenait pas. On ne comprenait pas du tout ce que Guillaume disait. Moi, je ne comprenais pas, et je ne comprenais surtout pas pourquoi il parlait de ça dans un chapitre sur la conjugaison, où certainement personne, aucun philosophe n'aurait été la chercher. Et il fallait comprendre ça. On s'est arraché les cheveux. Je crois que j'ai fini par comprendre. Alors, je vous donne juste les résultats par manque de temps, et on pourra en reparler. Premièrement, la théorie de l'universel comme collection, elle est liée au problème des catégories, de savoir ce qu'est une quantité discrète, et si une quantité discrète a une unité ou non. Et là, on était heureux quand on y a travaillé avec Aurélien en séminaire et Christophe, puisque ça touche en fait à tout un autre ensemble de problèmes sur l'atomisme. Et là, ne connaissant rien du tout à ça, je n'aurais pas soupçonné, mais là, il y a aussi un lien à faire. Est-ce qu'une quantité discrète a une unité? Et c'est en réalité ça le problème qui est traité dans le chapitre sur la quantité. Donc c'est ça le problème qui est abordé. Deuxième point, le problème est lié au statut particulier des agrégats. Les agrégats dont les propriétés ne sont ni celles du tout universel, donc un ensemble d'individus, ni celles du tout intégral, comme une maison, dont les parties sont unifiées par une qualité unissant ces parties. Or, les agrégats sont précisément les exemples illustrés par Boès à l'aide de noms que les grammairiens considèrent comme des noms collectifs, le fameux populus, le peuple, le troupeau, le tas, etc. Or, du point de vue linguistique, ces noms ont un statut particulier puisqu'ils sont singuliers par leur forme et pluriels par leur sens. Et c'est ça le point de départ, l'intérêt qu'ils ont suscité pour un grammairien qui connaissait les catégories et pour un logicien qui connaissait la grammaire. La théorie de la collection, alors autre point que cette étude, si j'ai raison, a mis en lumière, c'est que la théorie de la collection a bien un lien avec l'isagogé. Et là, Alain, quand il en a parlé, et d'autres, ont souvent mis en relation la théorie de la collection avec la fameuse cogitatio collecta de Boès, qui est une théorie de l'abstraction. Or, ce qui m'a frappé, encore une fois, en étudiant ces textes, c'est qu'on n'avait pas du tout de théorie de l'abstraction, on n'avait pas la mention de Boès, on n'avait pas la cogitatio collecta, c'était autre chose. Et c'est là que ça nous orientait dans une autre direction, c'est-à-dire vers des problèmes méréologiques, dont d'ailleurs tu avais dit qu'ils intervenaient à certains moments clés, évidemment dans le problème des universaux. Mais ce n'est pas une question de l'abstraction. L'abstraction, ça viendra dans un deuxième temps chez Abélard, et pas tout de suite. Donc, ça n'est pas lié avec le problème de la cogitatio collecta de Boès au départ, comme elle sera dans un deuxième temps, mais elle est liée par contre à une autre mention de la collection dans l'isagogé, qui est le tout début de l'isagogé, le texte que vous avez sur les yeux. Le genre et l'espèce se dit d'une collection d'individus qui, se rapportant d'une manière déterminée à une chose unique, etc. On l'a chez Boès et on l'a dans le fameux commentaire P3 sur l'isagogé, un des premiers gros commentaires sur l'isagogé. Il faut regarder les gloses là-dessus, c'est très intéressant. Et le fait qu'il y ait se rapportant à une chose unique, ça veut dire qu'il y a quelque chose de commun dans cette collection. Et c'est là que c'est parti, la question des universaux, mais pas vu comme une théorie de l'abstraction. Et c'était lié à ce qu'on trouvait à l'époque, d'ailleurs dans les commentaires sur les catégories, des catégories comme collection je sais pas, la substance comme collection, etc., de choses prédicatales et autres. Donc il y avait quelque chose d'autre à chercher là, et là aussi c'est les textes en fait qui nous ont un peu induits vers des recherches différentes. Donc ce n'est pas au départ la théorie de la cogitatio collecta. Deuxième point, enfin je ne sais plus, quatrième ou cinquième point, je ne sais plus où j'en suis. La discussion, quand on regarde les passages de C8V et de C8A, enfin en particulier de C8V, de cette fameuse version V qui m'intéresse particulièrement, on voit que ces passages sont exactement ceux auxquels renvoie Abélard dans sa propre discussion, que la première solution qui est donnée est une solution qui est la théorie de l'essence matérielle. Autrement dit, on n'avait pas de témoin de la théorie de l'essence matérielle, on l'a cherché dans les commentaires sur l'isagogé, et en réalité, on la trouve dans un parallèle entre la substance et l'accident. Et on sait évidemment que la théorie des universaux ne concerne pas seulement la substance. Donc on a un parallèle, et ce qui est très troublant, et là je n'ai pas réglé les questions du tout d'attribution, je vous donne juste les couches de la discussion, c'est que ce que dit C8V, c'est que la solution majoritaire,
c'est celle qui dit que le genre est un nombre, et dire que le genre est un nombre, c'est considérer la quantité discrète comme ayant une unité dans la nature. C'est une théorie que Guillaume rejette selon Abélard, donc c'est pas la théorie de Guillaume, ça c'est sûr. Mais c'est une théorie où on trouve pourtant l'essence matérielle. Alors il y a plusieurs façons de l'interpréter, on est à un stade ultérieur, etc. Peu importe. Je vous donne juste les strates. Mais là, d'aller chercher, on a vraiment, et je ne vous donne pas le texte parce qu'il est long, on a vraiment un parallèle qui est clair. La solution de C8 va être très proche de celle des glossulés, et encore une fois, c'est il faudra continuer à étudier ce texte. La version V de C8 est très proche des glossulés. Maintenant, pour les questions d'attribution, elle tourne, c'est celle qui est la plus proche. C'est celle qui est la plus proche quand Abélard se réfère à des opinions de son maître, que ce soit sur les catégories ou que ce soit sur la grammaire. On les trouve dans ces deux textes, et ces textes sont proches. D'autre part, une des choses qu'on dit souvent, c'est que si Abélard, je caricature un peu, mais que si Abélard est le grand homme, c'est à partir de lui que vraiment on a commencé à discuter des choses sérieuses, c'est-à-dire des questions d'ontologie. Et on voit que ce sont des questions d'ontologie qui sont là, c'est des questions d'ontologie qui sont traitées de façon différente. Une des questions, c'est justement la nature de l'agrégat. Pour l'opposition entre Abélard et Guillaume, en gros, et ce n'est pas du tout étonnant, ça va avec ce qu'on sait d'Abélard par ailleurs, c'est que pour Abélard, pour Guillaume, les agrégats, les fameux collecta, c'est-à-dire les membres du peuple, ils partagent une qualité commune, c'est-à-dire ils ont quelque chose qui permet de les unifier. Et c'est exactement contre ça que lutte Abélard. Les agrégats comme les hommes, en réalité les membres du peuple comme les hommes, ils n'ont pas de qualité partagée. Ils sont essentiellement distincts, et on sait que c'est la théorie d'Abélard. Mais on voit que ça se joue dans ces discussions à propos de la quantité et du nombre. Donc c'est vraiment quelque chose, on n'avait pas pris le problème, je crois, comme ça, avant de lire ces textes, tout simplement. Autre chose qui est aussi une piste, c'est que ça explique une chose quand même très simple, c'est ce lien entre la catégorie de la quantité, le problème des universaux et la méréologie, c'est que où on trouvait la théorie de la collection, chez Josselin de Soissons dans le De Generibus. Quel est l'entourage du De Generibus que des traités de méréologie? Donc c'est quand même pas non plus par hasard. Donc il y a des questions de méréologie là, il faut peut-être le prendre par ce biais, et pour ça, voir ce que fait d'ailleurs Abélard, parce que c'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a repéré dans d'autres textes que les choses ne se jouent pas dans l'isagogé, mais dans les chapitres sur la quantité, mais qu'est-ce qu'on a fait, enfin qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été voir les chapitres sur la quantité d'Abélard, et on voit que cette théorie de la collection, elle est discutée dans les chapitres d'Abélard sur la quantité. Et on n'avait pas fait le lien avec l'isagogé, parce qu'on avait un peu le regard rivé sur l'isagogé. Donc vous voyez comment ces questions de texte et ces questions de doctrine sont mêlées, et ça force à déplacer le regard. Je trouve c'est un peu fatigant, mais c'est quand même assez intéressant. Donc voilà, j'ai en gros fini. Ah oui, alors une dernière chose assez étonnante, et là je vous la livre, mais je n'avais absolument pas, on ne l'avait pas anticipé, c'est qu'une des théories qu'on trouve, comme je vous l'ai dit, le problème de savoir ce qu'est une collection, c'est de savoir si une quantité discrète, donc un ensemble de choses, un peuple par exemple, a une unité ou pas. Ceux qui considèrent la collection comme ayant une unité, du point de vue grammatical, comme je vous l'ai dit, du point de vue grammatical, le problème se pose à propos de la conjugaison, ce qui est quand même déroutant, j'imagine, pour un philosophe. La question est laquelle? La question est de savoir si amo, amas, amat sont... est-ce que la conjugaison est attribuée à chacun des mots amo, amas et amat, ou est-ce que la collection est attribuée... Est-ce que la conjugaison comme accident, c'est vraiment la question du fondement de l'accident, est-ce que l'accident est attribué au tout? Pour ceux qui pensent que la quantité discrète a une unité, ils considèrent que donc amo, amas, amat est un tout intégral. Et qu'est-ce qu'on trouve? La théorie de l'unitas nominis, qui a été, et ce qui est assez incroyable pour ceux qui connaissent, vous vous souvenez que cette fameuse théorie de l'unitas nominis, quand on a discuté pour savoir qui étaient les nominales, une des hypothèses, c'était que les nominales étaient les tenants d'unité du nom. Et là, on le retrouve par un autre biais. Donc, vous voyez, on
On est par le lien, si on se laisse guider par ce qu'on lit dans les textes, quand on lit des textes nouveaux, on arrive à reformuler des problèmes et on est un peu débordé. Moi, on a fini un énorme travail depuis 10 ans, mais il y a plein de pistes encore, il y a plein de pistes qui sont des pistes nouvelles. Donc, on voit que les liens textuels et doctrinaux obligent à déplacer le regard. On constate qu'il y a des versions qui se modifient dans le chapitre, au moment où on arrive au chapitre sur la quantité dans C8. On constate qu'il y a des parallèles entre les problèmes qui sont traités dans le chapitre sur la quantité, et je n'ai pas traité du problème du temps, qui est aussi un problème absolument formidable et qu'on retrouve aussi chez Abélard, le temps comme collection d'instants, le temps comme quantité discrète, c'est aussi dans le chapitre sur la quantité, et c'est aussi dans les glossulés quand ils analysent la question du nom, comme le nombre. Hein, c'est vraiment des problèmes qui se répondent. Donc je reprends. Quand on constate que les versions se modifient dans C8, dans le chapitre sur la quantité, quand on constate qu'il y a des parallèles avec des problèmes qui sont traités dans les textes grammaticaux, même dans des lieux incongrus comme le traitement de la conjugaison, quand on constate qu'il y a un lien entre des problèmes traités, quand on constate que ces liens font intervenir en même temps l'ontologie et la sémantique, quand on constate que tous ces textes, quand on regarde les discussions d'Abélard, Abélard il fait référence directement et on voit que c'est des discussions avec son maître, eh bien, on est forcé de reconsidérer les enjeux des discussions à cette époque. Donc, encore une fois, ce n'est pas une simple recherche de source d'Abélard, ça serait vraiment toujours repartir d'Abélard. Abélard est le grand homme qu'il est, et c'est pas du tout, je ne sais pas de dire que tout était dans Guillaume, c'est vraiment pas la question, c'est essayer de savoir d'où il part, et je crois que c'est comme ça qu'on peut aussi évaluer la rupture, les ruptures que fait Abélard, les ruptures que fait, les innovations, etc. Il faut savoir quel est le socle. Ce qui est un peu injuste, mais je ne vais pas continuer à passer ma vie à défendre ce pauvre Guillaume de Champeaux, surtout qu'il a viré après, il a fait vraiment autre chose. Il est parti à Saint-Victor, bon, enfin, il a fait autre chose, il ne m'intéresse plus. Non, je plaisante. Ce qui est intéressant, c'est quand même de se dire qu'au début des écoles parisiennes, au début du XIIe siècle, il y avait un maître qui avait enseigné, qui avait une certaine importance et qu'on ne peut pas toujours le voir simplement comme le faire valoir du grand maître qui est devenu Abélard en le combattant. Voilà, je finis.